Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs décennies, à peu près 40 ans. Donc je vais vous faire un petit topo sur les rendez-vous de l'histoire des papillomavirus, le développement et les recommandations des vaccins anti-papillomavirus. Je suis professeur émérite de l'Université de Franche-Comté, donc plus en activité au CHU, mais encore en activité à l'université. Je fais toujours partie d'une équipe de recherche qui s'appelle Carcinogénèse EA3181 et du CNR HPV que j'ai créé il y a quelques années. J'ai bien sûr des liens d'intérêt avec Merck. Alors je vais vous présenter tout d'abord cet arbre phylogénétique qui n'est pas le dernier des arbres phylogénétiques, mais qui est le plus facile à visualiser. Alors avec ça et ça va être difficile. Donc les papillomavirus, ce sont des virus qui sont finalement assez nombreux, on en compte à peu près 400 à l'heure actuelle, autant de virus animaux que de virus humains. Et ces virus donc font partie d'une très très grande famille, la famille des papillomaviridae. Et ils sont classés en genres. Et vous voyez ici le genre alpha qui regroupe essentiellement les papillomavirus humains muqueux. Et le genre delta, le genre bêta et les gamma qui regroupent essentiellement les HPV cutanés. Et les autres regroupent essentiellement les HPV animaux. J'insisterai un petit peu sur deux virus d'ici quelques instants, sur le COPV et le CRPV. À savoir que ces virus donc, sont des virus qui sont très anciens. Effectivement, l'ancêtre des papillomavirus humains et des papillomavirus animaux se situerait autour de 35 à 45 millions d'années. Donc, vous voyez, ce sont des virus très très vieux, qui sont très stables et qui ont évolué avec leur hôte. Ceci a une importance majeure, en particulier dans la question qu'on nous pose pour les vaccinations. Est-ce que ces virus vont être remplacés par d'autres types viraux? On pourra en reparler. Alors, au niveau des genres, on retrouve aussi effectivement des espèces. Alors tout ceci, c'est classé en fonction de la séquence nucléotidique de certains gènes viraux. Et dans ces espèces, vous avez ici l'espèce 9, avec le papillomavirus de type 16 que vous connaissez parfaitement, et ses cousins germains, le 31, le 33, le 52, le 58. Et puis ici, dans l'espèce 7, le papillomavirus de type 18, avec un de ses cousins, le 47. Ces papillomavirus sont les papillomavirus qui sont ciblés par le vaccin non avalent, je le dis pour l'instant. Et vous avez aussi les deux papillomavirus qui appartiennent à l'espèce 10, les 6 et les 11, qui sont essentiellement responsables des lésions codélomateuses, des codélomes acuminés, des verrues génitales. Les papillomavirus, qu'il s'agisse de papillomavirus humains ou animaux, ils ont une structure à peu près analogue. Ce sont des petits virus nus avec un ADN double brin, circulaire, dont un seul des brins est codant. Et vous avez les gènes codés par ces gènes, enfin les protéines codées par ces gènes, ce sont les protéines dites early, ce sont des protéines précoces qui jouent un rôle clé dans la réplication du virus, entre autres. Et puis, parmi ceux-ci, vous avez les deux gènes E6 et E7 qui sont exprimés de façon importante dans des conditions particulières. Et ces deux gènes codent des protéines qui jouent un rôle clé dans la carcinogénèse. Vous avez ici deux gènes qui s'appellent les gènes L1 et L2, c'est pour l'ET, et ces deux gènes codent pour des protéines tardives, c'est-à-dire pour les protéines de structure, protéines de la capside. Et en fait, ces protéines L1 et L2, elles sont capables, en particulier L1, capables de s'auto-assembler pour former ce qu'on appelle des particules virales vides ou des VLP pour virus-like particles que vous voyez ici. Et ce sont ces VLP L1 qui sont à l'origine, enfin qui ont été utilisés, le principe a été utilisé pour le développement de vaccins prophylactiques. Je tiens à insister dès à présent que ces VLP ne contiennent pas de matériel génétique, donc elles ne sont pas infectieuses, elles ne possèdent pas de pouvoir transformant, puisque dans les fake news, on peut voir effectivement que ça donne des cancers, ce qui est une aberration. Alors, qu'est-ce que c'est que ces VLP? Eh bien, comment sont-elles produites? Eh bien, elles sont produites grâce à des virus, peu importe le type de virus, des virus dits recombinants. Donc, on a inséré dans le génome de ces virus le gène L qui code pour la protéine L1 ou la protéine L2 ou les deux. Et on les a fait ces protéines, on les a fait exprimer dans des cellules d'insectes. Donc, les virus infectent des cellules peuvent aboutir à la production de protéines L1, voire de protéines L2. Alors, la protéine L1, elle va s'assembler en capsomère à raison de 5 protéines L1, et elle va aussi s'assembler, ces capsomères, en VLP. Donc 72 capsomères vont former une VLP. Donc cette production se fait dans les cellules eucaryotes.
Et généralement, pour les vaccins, c'est du VLP-L1. On peut produire des L1 et L2. On aura davantage de protéines, enfin de VLP, mais elles ne seront pas plus immunogènes que les VLP-L1 seuls. Alors, j'insiste sur ces diapositives parce que ce sont des collègues, Douglas Lowe et John Schiller, que l'on connaît, qui ont obtenu le prix Lasker en 2017, qui est l'antichambre du prix Nobel. En effet, au début des années 90, ils ont réussi à assembler et à produire in vitro ces fameuses VLP, qui ont été utilisées d'ailleurs dans des modèles animaux pour faire la preuve de leur efficacité, de leur immunogénicité. Alors, effectivement, j'insiste aussi, papillomavirus animaux, vous avez ici un lapin et ici la bouche d'un chien. Alors, ce lapin, c'est le lapin sauvage, c'est un lapin de l'Iowa qui a été chassé en Iowa et qui présente des espèces de cornes sur les côtés et également au niveau du nez. Ça ressemble à une espèce de petit rhinocéros. Et en fait, ces cornes ont été envoyées dans un laboratoire et il s'avère que ce sont des papillomes. Et ça a été pratiquement un des premiers virus qui a été identifié, responsable de ces papillomes. C'est le Cottontail Rabbit Papillomavirus, le CRPV. Et vous avez ici un virus qui s'appelle le COPV, Canine Oral Papillomavirus, qui infecte en fait la muqueuse du chien, qui donne également des papillomatoses muqueuses chez le chien. Alors, les papillomavirus infectent aussi d'autres espèces, je n'insiste pas, mais entre autres, ces deux modèles animaux ont été utilisés pour tester les VLP. Et en effet, les chercheurs ont vacciné des lapins et des chiens avec des VLP qui contenaient la L1 spécifique de ces virus, c'est-à-dire de CRPV ou de COPV. Et ils ont montré que ces lapins étaient protégés contre le développement de tumeurs malignes en particulier. Il y a eu d'autres expérimentations qui ont été faites en transférant des immunoglobulines de lapins ou de chiens qui avaient été immunisés par ces VLP. Et ces immunoglobulines protègent les animaux naïfs d'une infection expérimentale. Nous avons effectivement ici la preuve du concept de l'efficacité de la vaccination papillomavirus. Alors les papillomavirus, comme vous le savez, sont responsables de verrues génitales au niveau de la région, à la fois chez l'homme et chez la femme. Je n'insiste pas, vous connaissez ça par cœur. Ils sont responsables également de cancers associés à différents sites. Le col de l'utérus, effectivement, c'est 530 000 cancers dans le monde et 99,7% sont associés à papillomavirus. L'anus, c'est 40 004 cancers et 90% associés à papillomavirus. Vagin, alors j'ai oublié la vulve. Vagin et vulve, en tout, c'est 40 000 avec 41% pour les deux. Le pénis, 26 000, 1 sur 2 est associé à papillomavirus. Et dans l'oropharynx, c'est 96 000 cas, dont 30% sont associés à papillomavirus. Eh bien, c'est l'équipe de Zurhausen qui a identifié les premiers papillomavirus muqueux chez l'homme, à savoir les papillomavirus de type 6 et 11 et le papillomavirus de type 16 dans des cancers du col de l'utérus, alors que Gérard Hort, à l'Institut Pasteur, avait identifié des papillomavirus de type cutané. Et la découverte de ces papillomavirus, en particulier à haut risque, a valu effectivement le prix Nobel, enfin, a permis au professeur Zurhausen, qui habite pas très loin d'ici, à Heidelberg, d'être le récipiendaire du prix Nobel 2008, excusez-moi. Alors le col utérin, pareil, je ne vais pas insister, vous savez que c'est la principale cible du cancer du col de l'utérus. Je voudrais simplement insister sur le fait que le papillomavirus infecte les cellules de l'endocole et de l'exocole, mais il a été montré assez récemment par Michael Herz en fait, les papillomavirus seraient, enfin, les cellules privilégiées qui seraient infectées par les papillomavirus, ce seraient des cellules de la zone de jonction squamo-cylindrique. Ce sont des cellules qui ont une structure morphologique un peu particulière, ce sont des cellules cuboïdes qui seraient impliquées essentiellement dans la pathogénèse du cancer du col de l'utérus. On peut en rediscuter. Ces cellules expriment la kératine 7, expriment les métalloprotéases de type 7, ainsi que d'autres marqueurs qui sont exprimés uniquement dans les lésions de haut grade et les cancers associés aux HPV au risque. On ne retrouve pas ces marqueurs dans les lésions de type CIN1, par exemple. Donc, Michael Herz évoque l'hypothèse que la majorité des cancers du col de l'utérus, en fait, seraient liés au départ à une infection de ces cellules dites cuboïdes. Ce schéma que vous connaissez aussi, c'est simplement la prévalence de l'infection chez les femmes dans le monde. On voit effectivement que la prévalence est très élevée, en particulier chez les jeunes femmes, mais qu'on a quand même cependant un profil qui est un petit peu différent en fonction des continents. Si vous voyez l'Afrique, l'Amérique du Nord, centrale et sud, l'Europe et l'Asie.
Cette infection, donc, elle est très fréquente chez les jeunes femmes. Effectivement, c'est la première infection sexuellement transmissible. On sait à l'heure actuelle que 8 femmes sur 10 au moins vont contracter un jour une infection à papillomavirus. Si c'est une infection sexuellement transmissible, eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui transmet l'infection. Les partenaires, effectivement, masculins le plus souvent, sont des réservoirs et des vecteurs de l'infection à papillomavirus, mais ils peuvent aussi, dans certains cas, développer des lésions, en particulier des lésions anales ou des lésions péniennes, ce qui est beaucoup plus rare. Vous avez ici un travail qui avait été conduit par Xavier Castelsaguet, qui est très intéressant. Pour étudier il avait voulu étudier la prévalence de l'ADN d'HPV au niveau du pénis chez des hommes qui avaient plus ou moins de partenaires. Et leurs femmes étaient effectivement monogames. Et vous voyez effectivement la prévalence qui augmente en fonction du nombre de partenaires des maris. Et si ces maris avaient des femmes qui avaient elles-mêmes des amants, eh bien vous voyez que la prévalence, elle augmente considérablement. Elle passe de 10 à presque 30%. Donc effectivement, il y a bien une transmission de ces papillomavirus par les personnes du sexe masculin, ce qui permet effectivement de poser la question de savoir pourquoi on ne vaccinerait pas les garçons. Dans le Journal of Infectious Disease, a publié une méta-analyse à partir de 40 publications et a montré qu'effectivement, de l'HPV chez l'homme, on en trouve partout, au niveau du gland, du fourreau, du prépuce, du scrotum, de l'urètre, de l'anus, et que la prévalence est aussi élevée pratiquement que celle chez la femme, et l'HPV 16 est également le plus fréquent. Cette image, vous la connaissez. Donc, l'infection à papillomavirus, eh bien, elle est finalement le plus souvent transitoire. On élimine l'infection, enfin, les femmes éliminent l'infection entre 1 et 3 ans. Et ceci grâce au système immunitaire. Seules les femmes qui présentent une infection persistante vont voir se développer éventuellement des lésions de haut grade qui, si elles ne sont non traitées, enfin non diagnostiquées, non traitées, peuvent éventuellement conduire à un cancer invasif. On voit simplement que les CIN2-3, le pic est assez jeune, aux alentours de 35 ans. Le cancer du col de l'utérus dans le monde, ça, ce sont les données du Globocan 2018. C'est le 4e cancer au monde, mais c'est bien sûr le 2e cancer dans les pays en voie de développement. Et dans ces pays en voie de développement, où il y a d'ailleurs pas ou peu de dépistage et pas ou peu de vaccination. Et donc, ça représente 570 000 nouveaux cas par an, avec 311 000 décès par an. Le système immunitaire joue un rôle clé dans la clairance virale. Donc, il est évident qu'effectivement, s'il y a une anomalie du système immunitaire, on peut avoir un risque augmenté de développer des lésions associées à HPV. C'est exactement le cas. Une méta-analyse qui a été publiée dans le Lancet en 2007 a montré chez près de 500 000 patients VIH-Sida et plus de 30 000 patients transplantés de reins, effectivement, que le risque, qu'il y avait un sur-risque de développer des lésions, des cancers du col de l'utérus, de la vulve et du vagin, en particulier ici chez les transplantés, du pénis, vous voyez, chez les transplantés aussi, de l'anus. On voit qu'effectivement le sur-risque est très important, mais le sur-risque est moins important pour les lésions ORL et le pharynx. Tout ceci est quelque chose de très très important qui a conduit aussi les autorités à promouvoir la vaccination, à recommander la vaccination chez les patients immunodéprimés par le VIH ou par la transplantation. En France, l'HPV est à l'origine d'une morbidité importante. Vous connaissez déjà peut-être cette pyramide, à peu près 100 000 verrues ou condylomes génitaux avec une répartition équivalente chez l'homme et chez la femme, 30 000 lésions intraépithéliales de grade 2 du col de l'utérus ou adénocarcinome in situ, 3 000 cancers du col, des lésions, à peu près 3 000 lésions vulvaires, vaginales, voire anales, donc chez la femme et chez l'homme peu, cancer ORL. Alors, beaucoup plus de cancers ORL associés à HPV chez l'homme que chez la femme, et inversement, 3 fois plus de cancer du canal anal chez l'homme et chez la femme. Le cancer anal, ce n'est pas une maladie de l'homosexuel, comme on a pu le penser pendant longtemps. Les femmes font beaucoup plus de cancers de l'anus que les hommes, et enfin des cancers du pénis, vulve et vagin, qui sont beaucoup plus rares. Alors, ces diapositives illustrent la distribution des papillomavirus qui sont, entre autres, ciblés par le vaccin non avalants. Alors, vous avez les HPV 16 et 18 qui sont responsables de 70% des cancers au monde. C'est un petit peu plus important dans une série française. Et les autres papillomavirus, vous voyez, les 5 autres valences, avec 16 et 18, sont responsables de 90% des cancers, seraient responsables de 90% des cancers au monde. Ça, c'est en Europe. En Europe, 90% de tous les cancers anogénitaux induits par HPV seraient liés aux HPV, au risque
qui vont être ciblés par le vaccin non avalent. Alors vous avez ici dans les colonnes des histogrammes en rouge les HPV qui sont ciblés par, enfin qui sont les HPV 16 et 18 ciblés par le vaccin, par exemple bivalent ou quadrivalent, et puis en bleu les HPV qui sont ciblés par le vaccin non avalent. Vous voyez qu'effectivement au niveau du col de l'utérus, eh bien on augmente de 16% si on utilise, enfin on va protéger davantage de lésions, de 16% si on utilise le non avalent. C'est un petit peu moins pour l'anus, mais pour la vulve, on augmente de 4 points. Et au niveau du vagin, on augmente aussi de 13-14 points. Le cancer, c'est une chose, mais en fait, le cancer est précédé de lésions précancéreuses qui, comme je vous l'ai dit, que vous savez très bien, peuvent être diagnostiquées et traitées et peuvent conduire éventuellement à poser quelques soucis pour les femmes qui ont été conisées si elles n'avaient pas eu d'enfant avant d'avoir été conisées. Alors, il faut savoir ici que 75 à 95% des lésions précancéreuses anogénitales sont liées effectivement aux HPV ciblés par le vaccin. Regardez ici les CIN2, le 45% sont associés à HPV 16-18 et 82% sont associés aux HPV que l'on retrouve dans le non-avalent. Donc on va augmenter de 37% la protection contre ces CIN2. On augmentera également la protection de 5% pour les AIN2-3, de 12% pour les VIN2-3 et puis de 12% également pour les VIN2-3. Mais ce ne sont pas les lésions les plus importantes. Alors, comment est-ce qu'on prévient le cancer du col? Eh bien, avec des vaccins. Alors, le premier vaccin, Gardasil 4 valences, avait obtenu la MM en France en septembre 2006. Le Cervarix, le bivalent 16-18, avait obtenu son AMM en septembre 2007. Et le Gardasil 9 a obtenu l'autorisation européenne en juin 2015, mais il a fallu attendre fin 2018 pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché française. Alors, comment ça marche? Eh bien, on injecte des VLP, vous vous souvenez comment on les a produits, on les injecte en intramusculaire. Alors, on va voir les doses d'ici quelques instants. L'individu, enfin la femme va produire des anticorps. Ces anticorps, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, sont des anticorps donc dirigés contre L1, ils sont neutralisants. Ils vont transsuder à travers l'épithélium du col de l'utérus, à la fois soit l'exocole, l'endocole, et vous voyez ici, donc on va les retrouver au niveau de la lumière vaginale. Ils vont neutraliser les particules virales et ils vont prévenir des infections incidentes, voire persistantes, et ils vont prévenir des infections, du développement de lésions précancéreuses de type CIN2-3, des adénocarcinomes in situ, des VIN, VIN2-3, qui étaient les endpoints cliniques parce qu'on ne pouvait pas attendre effectivement de développer un cancer pour traiter ces patientes. Donc l'objectif, c'est de prévenir à long terme le cancer du col de l'utérus et vous verrez que ça marche. Alors, il a fallu bien sûr beaucoup de travaux avant d'utiliser ces VLP. Alors, la preuve du concept, eh bien, elle a été mise en évidence en testant des femmes avec un vaccin VLP qui ciblait uniquement L1 d'HPV-16. C'est ce que vous voyez ici. Donc, les femmes qui ont été infectées qui ont été vaccinées par une VLP L1, vous voyez que les taux d'anticorps sont élevés, ils augmentent de 10 à 100 fois par rapport à une femme que vous voyez ici en bleu, qui avait déjà fait une infection, donc qui présente des taux d'anticorps assez faibles en circulation. C'est-à-dire c'est très compliqué de tester les anticorps en circulation. Donc les taux sont beaucoup plus intéressants par rapport à une infection naturelle. Et en vert, à la limite, c'est des placebos chez des femmes HPV séronégatives. En vert, je veux dire, c'est des placebos chez des femmes qui étaient HPV séronégatives au départ. Donc je passe. Après la preuve de l'immunogénicité, donc on produit beaucoup d'anticorps, il a fallu vérifier l'efficacité du vaccin, l'efficacité qui a été testée avec ces VLP L1 d'HPV-16. Alors c'était testé sur des jeunes femmes de 16 à 23 ans avec 3 injections qui ont été suivies pendant 17 mois. Et vous voyez que ce vaccin VLP-L1 était efficace à 100% pour les femmes sur une infection HPV persistante. Bon, il y avait une moyenne de 18 mois là, en l'occurrence, mais bon, c'était 17 mois. Et 91% pour une infection transitoire. Donc, ce sont des vaccins qui sont immunogènes et qui sont efficaces. Ensuite, des études de cohorte, des grandes études cliniques ont été mises en place pour tester effectivement le vaccin Gardasil qui possède des 4 valences 6, 11, 16, 18
et le vaccin Cervarix qui possède les 2 valences et qui cible les 16 et 18 uniquement. Alors ici, le vaccin Gardasil, et les femmes étaient bien sûr HPV négatives à l'inclusion, et on a testé après ce Gardasil l'efficacité contre l'HPV-16 et contre l'HPV-18. Et on voit que, alors, il y avait eu 2 études qui étaient conduites en simultané, une étude qui s'appelle Future et une étude de Suzanne Garland. Elles ont été publiées dans le même numéro du New England Journal of Medicine. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, bon, on a une efficacité de 100% de ce vaccin Gardasil contre les HPV 16 et 18. Le Cervarix protège aussi des CIN2 associés aux HPV 16 et 18. Donc là, les femmes aussi étaient HPV négatives à l'inclusion. C'est l'étude Patricia, entre autres, qui est bien connue de ceux qui travaillent sur les études épidémiologiques. Il y avait 2 femmes vaccinées qui étaient positives en HPV 16-18, une en 16, une en 18. Et après avoir réétudié les échantillons, il s'avère qu'en fait, ces CIN2 avaient été développés non pas sur HPV 16 et 18, mais avaient été développés en présence d'autres HPV oncogènes. Et il a été considéré que l'efficacité du vaccin était aussi de 100%. Ceci a été publié dans le Lancet aussi. Dans la vraie vie, eh bien, on voit l'exemple australien qui a fait beaucoup causer. Alors ici, vous avez effectivement un programme de vaccination qui a commencé au premier quadrimestre 2007, et vous voyez ici qu'au 3e quadrimestre en 2008, on a une chute drastique effectivement de femmes qui se présentent avec des lésions condylomateuses. Ça passe de 15% à 3% environ. L'exemple australien, je trouve, qui est encore plus intéressant, c'est effectivement l'étude qui a été publiée, qui a fait beaucoup de bruit en 2018, l'étude de Machalek dans le Journal of Infectious Disease, la prévalence des HPV ciblés par le vaccin quadrivalent chez des femmes de 18 à 35 ans, consultant dans un planning familial. Et cette étude a montré que les femmes de 18 à 24 ans, on avait une chute drastique de la prévalence des HPV de presque 23% à 1,5%. En 10 ans, vous voyez, de 2005 à 2015, et pour les femmes de 25 à 35 ans, de 12% à peu près, 1,1% de 2005 à 2015. Donc on voit effectivement en Australie, où il y a une couverture vaccinale qui est très importante, une réduction de la prévalence des HPV qui est de 92%. Ils vont bientôt être à 100%, donc ils ne vont plus avoir beaucoup de cancers chez eux, à mon avis. Alors ces vaccins anti-HPV donc, sont sûrs et efficaces, parce que c'est souvent le problème. Et Mark Harbin, qui a repris effectivement 26 essais contrôlés, randomisés, qu'il a publiés dans la revue, enfin dans le Cochrane, c'est vraiment la revue de référence à l'heure actuelle en médecine. 74 000 femmes incluses de 15 à 26 ans. Et la réduction du risque dans cette méta-analyse de CIN2 liée aux types vaccinaux passe de 164 pour 10 000 versus 2 pour 10 000 dans le groupe contrôle, enfin groupe contrôle versus groupe vacciné. Et effectivement, toutes ces études ont montré que la vaccination était sûre et que le risque d'événements indésirables était identique dans le groupe vacciné et dans le groupe placebo. La première preuve de l'efficacité des vaccins anti-HPV en prévention des cancers invasifs liés aux HPV a été apportée par cette étude, une étude finlandaise qui a été publiée fin 2017. C'est une étude émanant d'un registre des cancers qui a pris en compte effectivement des femmes de 14 à 17 ans qui avaient été vaccinées par 16-18 versus des femmes ou 6 11 16-18, c'est-à-dire soit Cervarix, soit Gardasil 4, versus des femmes qui n'avaient pas été vaccinées. Ces femmes ont été suivies pendant 7 ans. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'il n'y a aucune femme vaccinée qui n'a développé de cancer au cours de ces 7 années, versus ici 8 femmes pour 100 000 années, enfin 100 000 personnes années. Donc 8 femmes pour cancer du col, un cancer de la vulve et un cancer de l'oropharynx. Au total, ça fait 10 cancers invasifs versus 0 cancer chez les femmes vaccinées. Le vaccin non avalent, donc, on va voir effectivement quelle est son efficacité clinique, son immunogénicité. Ça a été étudié dans un grand... Enfin, ça a été publié, les données ont été publiées dans le New England Journal of Medicine. Et les études concernaient en particulier des jeunes femmes de 16 à 26 ans. Alors, l'objectif, c'est de vérifier déjà si l'immunogénicité et l'efficacité du vaccin étaient différentes par rapport au quadrivalent. Le problème se posait, la question s'est souvent posée, si on ajoute 5 valences supplémentaires au
vaccin, est-ce qu'on aura la même réponse immune qu'avec 4 valences? Eh bien, regardez, c'est très intéressant. Quand on regarde effectivement les taux d'anticorps dirigés contre le 6, le 11, le 16 et le 18, qu'on utilise un vaccin quadrivalent ou un vaccin non avalent, eh bien, on a effectivement la même réponse immune. Donc, on n'a pas de souci avec les 5 valences supplémentaires. L'immunogénicité n'est pas inférieure à celle du vaccin quadrivalent. Donc, le taux de séroconversion, il est quasiment de 100%, de 99,8 à 100%, et comparable entre les deux vaccins. Oups, excusez-moi. L'efficacité a été effectivement, enfin, le non-avalent, son efficacité a été comparée à celle du quadrivalent. Toujours en population per protocole, 43 mois après la 3e injection, toujours chez ces femmes de 16 à 26 ans. Et on voit effectivement une efficacité de presque, enfin plus de 97% pour les CIN2-3, VIN2-3 et les VIN2-3, et de 100% pour les lésions supérieures à CIN3, c'est-à-dire CIN3 et cancer, ainsi que donc 96% pour les infections persistantes supérieures à 6 mois, 93% pour les frottiascus avec test HPV, et 90% pour les conisations. Je ne vais pas insister. Toujours est-il que ce vaccin marche. On pouvait se poser la question de savoir si effectivement ces jeunes filles de 16 à 18 ans avaient une immunogénicité, enfin avaient une réponse immune qui était moindre que si on vaccine chez des jeunes filles. C'est important de savoir effectivement, et ceci a été montré par Van Damme et Luxembourg en particulier. On voit qu'en bleu foncé, vous avez les jeunes filles de 9 à 15 ans et vous avez en bleu ciel les femmes de 16 à 26 ans avec une population de plus de 600 patientes et l'autre près de 500 patients. Et on voit que l'immunogénicité, enfin, la réponse immune n'est pas inférieure chez les femmes de 16 à 26 ans comparée aux femmes, enfin, aux jeunes filles de 9 à 15 ans. Donc on peut aussi vacciner chez les femmes un peu plus âgées. La tolérance du vaccin non avalent, eh bien, elle a été étudiée en particulier par Morera, qui a repris plus de 15 000 sujets qui ont reçu au moins une dose de vaccin, des adolescents, des femmes, des jeunes des adolescentes, des jeunes filles, des femmes et des hommes de 9 à 26 ans. Et les événements indésirables sont surtout d'intensité modérée à légère ou légère à modérée. Et donc, est rapporté à une fréquence supérieure à 1%. On pourrait... Alors, les principales réactions sont les réactions classiques de l'injection d'un vaccin. Si on appliquait cette vaccination non avalante en France, on pourrait prévenir, on reprend un petit peu l'histogramme, sauf là, il n'y a pas les condylomes acuminés, mais on pourrait protéger de 3430 cancers, non seulement du col, mais vulve, vagin, anus, associés aux HPV oncogènes qui sont ciblés par le vaccin. Mais surtout, on peut aussi prévenir de 22 à 36 000 lésions précancéreuses. Je vous dis, je n'ai pas notifié ici les lésions condylomateuses, donc associées aux HPV. En France, la vaccination, donc on a 3 possibilités. On avait jusqu'à il y a peu de temps le vaccin Cervarix et le vaccin Gardasil 4 valences. Ceux qui ont commencé effectivement à vacciner leurs patientes avec le Cervarix ou le Gardasil 4 doivent continuer à poursuivre la vaccination avec ces vaccins, alors que le vaccin non avalent est recommandé à l'heure d'aujourd'hui pour débuter la vaccination. Alors ce vaccin non avalent, il est recommandé chez jeunes filles de 11 à 14 ans révolues, avec 2 doses espacées de 6 à 13 mois, et en rattrapage chez les femmes de 15 à 19 ans, avec 3 doses cette fois-ci, de 0, 2 et 6 mois. Mais il est aussi recommandé chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et on a vu pourquoi, puisque ce sont éventuellement des réservoirs, et chez les patients immunodéprimés, chez les greffés, chez des VIH. La vaccination est préconisée jusqu'à 26 ans. Alors pourquoi chez les hommes jusqu'à 26 ans et pas chez les femmes jusqu'à 26 ans? On peut se poser des questions. Chez les enfants en attente de greffe, qu'il s'agisse des enfants, des petites filles ou des garçons, la vaccination peut se faire à partir de 9 ans, sachant qu'il ne faut jamais vacciner à l'heure actuelle. Il n'y a aucune recommandation pour vacciner avant 9 ans. On peut vacciner plus longtemps, mais pas avant 9 ans. Alors le problème, c'est que la couverture vaccinale en France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle n'était pas terrible. Vous voyez, effectivement, on arrive ici à un pic à 19%. Les données de fin 2018 font état de 25%, si je ne me trompe pas, Jean-Jacques, de couverture vaccinale en France. 25% de couverture vaccinale, c'est vraiment trop peu par rapport à des pays qui atteignent 80-90%. Il y a même des pays en voie de développement qui sont
qui ont été prises en charge par la Gavi et qui montrent effectivement des couvertures vaccinales qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Je pourrais vous montrer des dias si on avait du temps, mais bon, on n'a pas le temps. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Alors maintenant, j'espère que vous connaissez tout sur les vaccins. Ça ne va pas donner de cancer. Jean-Jacques va vous en parler. On sait comment ça a été développé, on sait comment ça marche, on connaît leurs applications. Alors, il faut éviter les rumeurs. Jean-Jacques va vous en parler. L'expérience des vaccins en Europe, elle remonte au début du XVIIIe siècle, de la variolisation. Et bon, je viens d'une région qui s'appelle la Franche-Comté, terre de Pasteur, mais aussi terre de Jean-François-Xavier Giraud, qui était le médecin de Louis XVI. Et Jean-François-Xavier Giraud, il a travaillé, il était médecin généraliste à Besançon, et il a fait inoculer un grand nombre de francs-comtois. Et c'était le premier exemple d'action publique en France. Donc, en Franche-Comté, on vaccine. Il faudrait continuer à vacciner avec les vaccins anti-HPV. Mais en 2019, eh bien, on ne peut pas effectivement non plus négliger le dépistage. Et il faut bien sûr, pour l'instant, poursuivre le dépistage chez les jeunes filles entre 25 et 65 ans. Vous connaissez ça par cœur. C'était le petit coup d'œil pour Jean-Jacques. Je vous remercie.